Salut, et si l'on parlait de méandres? Après Hostile, son premier long métrage sorti en 2018, qui avait été d'ailleurs très remarqué, le réalisateur Mathieu Turi est de retour avec Méandres, qui sortira le 16 juin 2021. Mathieu Turi a fait ses armes en tant qu'assistant réalisateur avec les plus grands, que ça soit Clint Eastwood ou McG, en passant par Tarantino ou Guy Ritchie. Le film Méandres parle d'une femme endeuillée qui se réveille dans un tunnel rempli de pièges mortels. Et pour ne pas mourir, elle va devoir avancer sans jamais s'arrêter. À l'occasion du Festival du film fantastique de Bruxelles, le BIF, où Méandres est en compétition officielle, le réalisateur Mathieu Turi a accepté de répondre à mes questions. Tout d'abord, la genèse du projet. D'où te vient l'idée du film et pourquoi y avoir intégré le thème du deuil? De plein de trucs différents. Tu sais, des fois, tu as des films, c'est une idée précise. Là, c'est plein de trucs différents. Je sais qu'il y a une scène qui m'avait marqué quand je l'ai découvert ado, qui est une scène, tu vas voir qu'il y a une scène qui n'est pas du tout importante en soi, qui ne veut rien dire, et pourtant qui m'avait marqué, c'est dans Aliens de Cameron. Scène où tu as Bishop qui rentre dans un tube, il rentre dans un espèce de tuyau pour remonter c'est vers la fin, pour remonter jusqu'à l'antenne. Et tu le vois, tu as quelques plans dedans où tu le vois crapahuter là-dedans. Et je me rappelle, quand je découvre le film, me dire c'est horrible, qu'est-ce qui va se passer dans cette scène? Parce que le côté inconfortable de ne pas pouvoir se retourner, d'être à plat ventre et tout. Et en fait, il ne se passe rien, puisque ce n'était pas le but. Et ça m'avait terrifié. Et donc, inconsciemment, je pense que j'ai repris un peu cette scène-là. Et je sais que ça m'avait vraiment marqué consciemment. Après, je ne suis pas quelqu'un, tu vois, de claustro, mais de base, le fait d'être comme ça. En fait, si tu veux, on part tout de suite sur des huis clos dès que tu fais du genre et que tu dis, tiens, tu essaies de trouver du high concept, tu pars dans du huis clos. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire un huis clos où, à l'inverse des huis clos où tu es obligé de rester statique, je voulais faire un huis clos où tu es tout le temps en mouvement, tout le temps obligé d'avancer. Du coup, l'idée, c'était ça, en fait. C'était qu'elle avance, que si elle s'arrête, elle meurt. Donc, je trouvais ça intéressant, tu vois, d'être dans une dynamique différente. Donc, c'est un huis clos, mais en fait, le décor est très, très progressif, il est très long. Euh, et après, une fois que tu dépasses l'idée qui pourrait être un court-métrage, tu vois, tu te dis, faut faire une histoire, faut qu'il y ait un scénar, faut qu'il y ait une histoire précise. Et en fait, je suis inspiré pas mal de Gravity, qui t'as entendu des mauvaises langues dire non, il n'y a pas de scénar. C'est pas qu'il n'y a pas de scénar, c'est que c'est un scénar très près de l'os et qui est très près qui est très lié à l'action. Et c'est pas forcément les plus simples à écrire. Tu as ça dans Fury Road aussi, tu vois, qui se prennent souvent cette critique, il n'y a pas de scénar. Si, au contraire, c'est juste que c'est une démarche particulière. Et donc l'idée, c'était ça, je me suis dit, j'aimerais bien parler justement, symboliser, tu vois, les épreuves physiques, les relier à des épreuves psychologiques et personnelles. Et tout de suite, quand je me suis dit, je crois que c'est effectivement, tiens, Gravity, c'est pas mal d'utiliser le deuil dans l'action, etc. Et moi, ça pourrait avoir une démarche complètement autre, puisque contrairement à Gravity, on est très resserré. Et très vite, en fait, ça a créé une logique dans la narration qui m'a plu, quoi. Comment s'est passé le casting de Gaia Ways? Hormis ses talents d'actrice, a-t-elle dû faire des essais en décor réel pour voir si elle avait la dextérité adéquate pour faire le film? Alors, tu vois, c'est carrément l'inverse. C'est que Gaïa, elle est arrivée très, très, très tard sur le projet, puisqu'en fait, on a changé de comédienne 10 jours avant le tournage. Donc, c'est quand même... En fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que ça arrive dans plein de films. Tu as une comédienne qui part pour plein de raisons. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à recaster en sachant qu'on allait sûrement décaler le film. Et quand j'ai eu cet échange avec Gaïa, qu'on a tout de suite accroché, qu'elle m'a dit qu'elle voulait faire le film... C'était un Zoom déjà à l'époque. C'était pas du tout pendant le Covid, mais elle était à l'étranger. Et en fait, très très vite, sa réflexion, ça a été moi je pense que si vous êtes prêt, ça vaut le coup qu'on tourne dans 10 jours. Parce que je peux me servir, en fait, c'était une démarche de sa part, qui disait si jamais je peux me servir de cette non-préparation dans mon jeu, pour découvrir le truc, pour pas être une warrior qui arrive prête à affronter ces épreuves-là, mais au contraire, être dans une espèce de côté plus naturaliste et naturel, de découvrir certains trucs. Elle a littéralement découvert certains décors au fur et à mesure du film. Et donc, du coup, en fait, ça a été assez risqué, parce que l'idée, c'était les conditions, c'était de tourner dans l'ordre. Moi, ça m'arrangeait, puisque c'est quelque chose que je voulais faire. Tourner dans l'ordre, ce qui lui permettait de découvrir et de jouer là-dessus, et de ne pas avoir anticipé trop. Et aussi, elle avait
c'est une doublure. Alors, c'était pas vraiment une doublure cascade, parce qu'au final, elle a 2 plans dans le film pour des trucs très, très précis. C'était plus une doublure pour lui montrer, en fait, certaines poses. Quel est le regard extérieur de comment ça rendait d'avoir ce costume. Donc, la doublure avait le même costume, le même bracelet, etc. Et de temps en temps, c'était qu'elle puisse regarder, OK, elle se déplace comme ça, tu peux faire ça, tiens, essaye de faire ça. Ah ouais, OK, d'accord, je vois à peu près ce que ça rend. Du coup, je peux jouer là-dessus. Euh, Ce qui est un peu l'équivalent d'aller au combo, quoi, tu vois, Ouais. mais c'était pas possible pour elle du tout. Ça lui permettait de voir tout ça et du coup d'utiliser ça. Et au final, heureusement qu'elle a eu cette demande, parce que si on décalait le film, c'était à mars, et en mars, on était en confinement, donc ça aurait décalé très très loin. En termes de conception du décor, comment celui-ci a-t-il été pensé? Et du coup, comment as-tu fait pour tourner à l'intérieur? Alors ça a été une question qui est venue très très vite, heureusement, hein, très très tôt, qui a commencé par la lumière d'abord. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord avec le chef opérateur Alain Duplantier, on s'est posé plein de questions et il m'a dit, écoute, moi j'ai une idée, c'est comme tu me parles de elle, c'est la lumière, dans l'obscurité, etc. Machin. Il me dit on va tout éclairer à 90% le film avec le bracelet, qui à la base au script était juste un bracelet assez fin et qui indiquait le compte à rebours, qui est devenu cette espèce de menotte. Donc on a créé tout un système de LED flexible qu'on a dû acheter, un truc qui a coûté une blinde qu'il a fallu concevoir, il y en avait plusieurs, il fallait que ce soit étanche, enfin bref, un gros bordel. Et très très vite, l'avantage c'était que la lumière faisait réagir le décor perpétuellement. Donc très très vite, il a fallu créer une matière qui cache la lumière, ce qui n'est pas évident en fait, parce qu'au début on avait fait des tests où c'était super beau et dès que tu foutais ça dans un tube, dès que tu le filmais, bah, tu voyais juste des reflets et tu ne voyais plus rien en fait. Donc ça a été créé à partir d'aluminium pressé, beaucoup de tests et au final donc c'est du bois, hein, mais recouvert de cette couche-là. Et donc très très vite, moi je leur ai dit attention les gars, c'est cool hein, de faire tout ça, mais moi vous savez que les plans, ça va pas être un plan de devant, un plan de derrière, un plan de côté, et au montage on verra. L'idée c'était d'avoir du mouvement, d'avoir beaucoup de choses comme ça complexes. Et donc en fait très très vite, on est parti sur créer de la machinerie carrément. C'est-à-dire qu'on a créé, par exemple, on a utilisé une caméra qui s'appelle c'est la Sony Venice avec le système Ciné Alta qui a été inventé pour Top Gun 2, si je ne dis pas de conneries, qui est utilisé sur les suites d'Avatar. Et en gros, cette particularité de la Ciné Alta, enfin du module Ciné Alta, c'est que tu peux détacher le module avant. Donc en fait, il y a un câble qui va jusqu'au reste de la caméra. Donc, la caméra qui est énorme, une caméra de cinéma. Mais toi, tu te retrouves avec l'équivalent d'un gros DSLR plus l'objectif. Donc ça reste gros, mais c'est beaucoup plus petit et avec un câble. Et du coup, tout le reste est dehors. Et donc, en fait, on a pu utiliser ça pour faire des plans un peu fous dans le film. Et en fait, tout le film a été fait comme ça. Et on a par exemple créé une cage, tu vois, en machinerie, une cage de machinot avec des roulettes de partout. Et il y avait, j'appelle ça le four rapide, ça marche un peu pareil. Tu avais énorme tige sur 8 mètres. Et en fait, tu pouvais amener cette cage devant la comédienne. Et là, action, elle fonçait vers nous. Et puis nous, on tirait le truc comme ça. Et inversement, enfin, voilà, ça a permis de faire plein de plans. Et donc le décor c'était un laboratoire, quoi. Tu pouvais enlever certaines parties. Il y a même, je crois que c'est arrivé 2 fois, il y a des décors créés pour un plan. Parce qu'il fallait, tu vois, que la caméra passe dans un trou, donc tu fais un trou, puis qu'en fait, bah, pour la mettre en dessous, il faut surélever tout le décor. C'est des détails, on ne s'en rend pas compte une fois que c'est monté, mais voilà, l'idée c'était vraiment de créer ce décor comme ça, et c'était un décor immense en soi. C'était plein de petits bouts, mais en fait, reliés, ça faisait tout un studio de presque 1000 mètres carrés, quoi, rempli. La tension que l'on arrive à ressentir tout au long du film est due en partie aux effets sonores et à la superbe BO de Frédéric Poirier. Du coup, comment as-tu travaillé cette partie du film? Alors, écoute, au tout début, comme j'ai déjà travaillé comme ça sur un style avec le compositeur, on faisait de la musique, un peu des tests, des essais, etc. Et après, nous, on part dans un tunnel, c'est le cas de le dire, de prépa et de tournage, où on oublie un peu tout ça. Et en fait, arrivé en post-prod, on n'a pas découvert en post-prod puisque ça se travaille avant, en prépa. Et j'ai eu la chance de bosser avec Gurwal Koligas, qui est le monteur son notamment du thème, qui était nommé au César, et qui en fait lui m'a dit voilà, moi j'ai vraiment une idée artistique, voilà ce que je te propose. Et en fait c'était hallucinant, c'est-à-dire qu'en fait il voulait vraiment nous mettre à la place de Lisa, créer des choses. Et tu vois, c'est de la narration sonore. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il te dit, ouais, tu vois, au début, il y a des espèces de sons comme ça, etc. On va retrouver ces sons à la fin, on les aura fait évoluer vers un côté plus organique, ça symbolisera tout son passage. Et comme ça, avec chaque truc. Donc ça, c'était hallucinant. Euh, le mixeur aussi, c'était incroyable parce que le mixage, c'est toujours un peu abstrait, tu sais, même si on sait ce que c'est, tu vois, ouais, ok, d'accord, on va mixer comme ça. Et quand le mec te dit, tu vois, on va mettre des reverbs dans certains styles au début, et puis plus le film avance, plus elles vont évoluer et elles vont changer. Comme ça symbolise la maîtrise qu'elle a de son environnement. Tu fais, ok,
ok, les mecs, c'est pas des, tu vois, c'est pas je pousse un bouton, ils sont tellement impliqués narrativement qu'au final, le résultat peut être que il était tellement, enfin, moi j'ai trouvé ça, ils ont tellement fait un travail de malade qu'on s'est retrouvé en conflit avec la musique très vite. Moi j'ai enlevé pas mal de musique au final. Il y a des scènes entières où j'ai viré de la musique parce que bah, si tu veux, quand tu as un conflit, tu dois choisir. Et là, on est dans un film qui est très sensoriel et au final, c'est quand même le son qui avait une longueur d'avance là-dessus. Euh, voilà, c'est un équilibre. Ça, c'est des choix pas faciles, tu vois, où tu dois sacrifier des choses. Euh, mais après, ouais, le travail sonore, moi, c'était vraiment. Tu sais, on dit tous, oui, c'est 50%, le son, c'est 50% du travail, bien évidemment. Mais alors là, quand tu te le prends dans la gueule comme ça fait du bien. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance de travailler avec tous ces gens-là, en fait. Mais du coup, faire un film aussi immersif pour le spectateur était une idée dès le début de l'écriture ou est-elle venue au fur et à mesure de la conception? Alors, complètement. Dès le début, en fait, l'idée, c'était vraiment de. Tu sais, tout de suite, quand tu dis c'est une nana coincée dans un tube, il y a plein de pièges. L'imagerie qui peut venir, c'est une imagerie très à l'assaut, un petit peu, très voyeur, très, on va voir quelqu'un souffrir. Et moi, je dis à tout le monde, et d'ailleurs, c'est ce qui avait convaincu Gaïa, je lui dis, tu sais, l'idée, c'est pas d'être en mode voyeur. Déjà, on le voit même dans le costume, dans la façon de la filmer. Tu vois. L'idée, c'est de mettre le spectateur à côté de toi, voire à ta place à certains moments, mais surtout à côté de toi qui traverse cette épreuve. Or, pour traverser cette épreuve, dès le début, je savais qu'il fallait que ce soit immersif. Pour te dire, on a même, ça a été assez loin en prépa. Il y a un moment où on a failli faire un petit module en VR qui aurait raconté le point de vue d'un autre personnage dans le film, sans spoiler, qui était censé se passer donc en parallèle. On l'avait développé avec une boîte qui voulait faire de la VR et ça s'est pas fait au final. Mais en fait, tu vois, on était déjà dans cette idée dès la prépa et même avant de l'écriture de faire quelque chose d'extrêmement sensoriel. Moi, je suis un gros gros fan de jeux vidéo. Forcément, il y a une imagerie très jeu vidéo dans le film et même dans le script, tu vois, le passage des preuves, etc., les indices. D'ailleurs, il y a des indices dans le film que je ne dévoile pas, mais que peut-être personne va voir, mais il y a plein de petites choses comme ça que tu peux retrouver un peu comme dans les jeux vidéo. D'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, je trouve que la première scène du film, dans la voiture, entre Gaia Ways et Peter Franzen, fait beaucoup penser à une cinématique que l'on pourrait retrouver dans un jeu vidéo. D'ailleurs, le plan où la caméra suit Gaia quand elle monte dans la voiture est juste dingue. Donc, t'es-tu inspiré des jeux vidéo? Ça tombe bien que tu parles de ce plan, parce que ce plan dont personne n'a encore c'était le plan. Donc Machino m'a dit, écoute, ce plan-là, franchement, je vais y arriver, hein, mais je vais bien, bien en chier. Il y a passé, je crois qu'il a fait des essais pendant 2 semaines et demie, 3 semaines presque. Trouver comment le faire, parce qu'en fait, il a l'air tout bête, mais au final, c'est vrai qu'on voit la portière s'ouvrir, donc il n'y a aucune attache sur la portière visible. Puis elle arrive, la portière se ferme, on part avec elle, et ensuite la voiture démarre. Donc en fait, il y avait tout un système de machinerie à faire en live. Tout était prêt avec des ventouses et en fait quand la porte arrivait, hop, il fallait coincer, repartir, sécuriser la caméra pendant que le plan partait et la voiture partait vraiment avec, c'était pas une voiture de travail. Donc c'est normal. Mais en fait moi voilà, comme tu le dis très justement, moi, l'imagerie qu'on a aujourd'hui dans les cinématiques, surtout de jeux vidéo, c'est le côté sans limite. Il n'y a pas de limite à justement la machinerie, etc. Donc qui se permettent de faire des mouvements hyper amples et tout en restant, parce que c'est toujours l'idée, tout en restant d'abord focus sur ce qui se passe dans la scène, parce que c'est bien de faire des beaux plans, mais il faut que ça raconte quelque chose. Euh, et donc, en fait, moi, j'ai essayé d'avoir justement dans des trucs qui peuvent être simples. Tu vois, une nana arriver, rentrer dans une bagnole. Je voulais symboliser le piège qui se referme, l'enfermement avec la portière, le fait qu'il y ait quelque chose de bizarre. Donc, toi, tu mets le doigt dessus, mais il y a plein de gens qui se disent oui, bah non, enfin, il y a quelque chose de particulier dans ce plan. Il y a quelque chose de bizarre. Effectivement, il y a quelque chose de pas logique, puisque bah, la portière s'ouvre, se ferme, on part avec, alors qu'on n'était pas solidaire du truc. Enfin, voilà, mais c'est intéressant que tu parles de ça, parce qu'effectivement, je n'avais jamais forcément chopé ça sous cet angle-là. Mais c'est vrai qu'il y a un côté cinématique là-dessus. Euh, et puis, bon, dialogue dans la voiture, ça rappelle, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à cette scène dans The Last of Us 1, tout le début dans la voiture, la discussion qui est juste à tomber, puisque tu te fais ta propre mise en scène avec le regard de la gamine, quoi. C'est juste brillant. Alors moi qui ai vu le film, je peux le dire, il n'a rien à voir avec Cube qui est sorti en 1999. Mais que dirais-tu aux gens qui du coup ont fait le comparatif tout de suite après avoir vu la bande-annonce de Méandre? Bah, c'est un peu normal, j'ai envie de te dire, puisque forcément c'est de la SF enfermée dans les tons bleus tout de suite avec des pièges, donc forcément ça rapporte à Cube. Moi, Cube, je ne l'avais pas vu depuis que j'étais ado, et je n'ai pas voulu le revoir pendant toute la prépa du film, pendant tout ça. Et en fait, bien entendu que c'est une inspiration indirecte, forcément, mais c'est une inspiration, puisque bah, dès que je tombe là-dedans, tu vas voir. C'est comme de dire que c'est inspiré aussi un peu de Buried. C'est logique, les films d'enfermement, ça, et
Et de SF, il n'y en a pas beaucoup. Donc très vite, tu pars là-dedans. Mais c'est comme de dire que Oxygène de Aja qui va sortir est inspiré de Buried. Au final, oui, c'est une nana coincée dans un... Mais tu vois, l'inspiration, elle est logique. Si tu regardes une bande-annonce, toi qui as vu le film, tu sais que... je dirais que Cube, c'est plus un film de groupe. C'est un film sur les rapports sociaux, etc., sociologiques. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On est quelque chose qui part dans le mystique, dans le psychologique et ça parle de deuil et c'est très particulier. Et il y a d'autres gens qui m'ont dit ouais, de toute façon, s'il n'y a qu'une nana, forcément, il n'y a qu'une victime, donc elle ne meurt pas, ou peut-être à la fin, mais de toute façon, il ne se passe rien pendant le film. Et puis non, je sais que non. donc voilà, je pense qu'il faut être curieux. Encore une fois, on ne fait pas ce genre de film sans s'attendre à ce genre de choses. Et pour te dire la vérité, heureusement que le film ne s'appelle pas Tube, sinon je me serais pris encore plus plein la gueule. C'est sûr. Voilà. Non, je comprends, mais après tout, je préfère être comparé à Cube qu'à plein d'autres films, donc ça me va très bien. Mais voilà, en fait, ceux qui ont aimé Cube devraient le voir comme c'est autre chose, pour le coup. Toi tu peux le dire, hein, c'est vraiment autre chose, et ceux qui n'aiment pas Cube peuvent peut-être aimer, mais c'est autre chose. Donc voilà. Moi, j'adore le travail de Vincenzo, donc ça me va très bien. Et pour finir, peux-tu nous parler de tes influences dans le film de genre et dans la pop culture en général? Il y en a beaucoup. Moi, le premier film que j'ai vu, c'est The Thing de Carpenter. J'avais 6 ans. J'aurais pas dû voir ce film. J'étais caché derrière le canapé. Donc très vite après, j'ai découvert Alien, j'ai découvert Predator, Terminator. Enfin bref, tu vois le genre de background que ça a donné. Donc effectivement, Cameron, Spielberg, Carpenter, tout ça très vite, ça a nourri une certaine cinéphilie forcément, qui après s'est ouvert sur plein d'autres choses. Après, les influences, c'est beaucoup bizarrement des influences un peu qui tapent un peu ailleurs, tu vois. Je suis un gros fan de Lovecraft, je suis un gros joueur, comme je dis, de jeux vidéo, donc de The Last of Us, je suis un gros fan de Hideo Kojima, que j'ai pu rencontrer grâce à aussi, donc ça c'était un peu le rêve, mais de tout son univers, tu vois, et même jusqu'à Death Stranding, là. Donc, et d'ailleurs, on voit des petits trucs dans Méandre, le bracelet, tout ça, il y a des petits rappels de design, je me suis un peu inspiré. Donc, ouais, c'est des trucs vraiment variés, mais quand tu regroupes tout, effectivement, je m'en suis rendu compte assez tard, en fait, que 80% de ma cinéphilie, c'était de la SF, de l'horreur, sans aller forcément dans l'ultra-gore, tu vois. En tout cas, c'est pas le sujet principal qui m'intéresse. Voilà, c'est des bonnes histoires dans ces univers-là, des univers qu'on peut créer, quelle que soit la taille de l'univers, d'un tout petit film à Avatar, tu vois, des trucs, juste créer des univers, et je trouve que c'est un bon moyen aussi de raconter, de parler de nous, en fait, dans la SF. Voilà, merci Mathieu. Donc vous l'avez compris, Méandre est un film qu'il faut absolument voir au cinéma. Grâce à son côté immersif, vous n'allez pas être ici qu'un simple spectateur, mais vous allez bel et bien être enfermé aux côtés de cette femme. Le scénario de Mathieu Turi instaure une tension et joue avec vos émotions, ainsi que celle de son héroïne. La peur, la combativité, la résilience, vous allez tout ressentir à travers vos yeux et vos oreilles tout au long du film. Jusqu'à un dénouement qui aurait largement pu sortir de l'esprit torturé de Christopher Nolan. Mais le lien qui fait que tout cela tient la route se résume en 2 mots. Gaia Weiss. L'actrice livre ici une performance incroyable. Elle porte le film sur ses épaules et arrive tellement bien à retranscrire ce que son personnage vit que vous allez vous aussi ressentir sa douleur. Mathieu Turi prouve ici qu'il est sûrement l'un des futurs grands réalisateurs en France, voire même à l'international, car il y a fort à parier qu'Hollywood ne va pas tarder à venir lui faire les yeux doux. En tout cas, Méandre prouve une fois de plus que le film de genre a un bel et grand avenir en France, et que nous sommes qu'au début d'une nouvelle ère de réalisatrices et de réalisateurs qui vont nous étonner de plus en plus. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Et si l'on parlait d'eux. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'aller sur notre site internet pour ne rien louper de l'actualité sur la pop culture. Et vous pouvez aussi nous retrouver H24 sur nos réseaux sociaux. Moi, je vous laisse avec la bande-annonce de Méandre qui sortira le 16 juin 2021 et je vous dis à très vite. Salut!